Donc, on va déjà enchaîner avec la deuxième présentation qui va être faite par Caroline Dugal. Donc, elle est psychologue et professeure adjointe au département de psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle étudie les déterminants de la violence conjugale et ce soir, elle va nous présenter justement la coercition sexuelle au sein des relations amoureuses. On l'applaudit. Merci beaucoup. Je vais essayer de gérer le micro et ça en même temps. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, un grand merci de m'accueillir ce soir. Donc, moi, je suis nouvellement professeure, mais j'ai fait mon postdoctorat au laboratoire d'Audrey Brassard que vous allez voir bientôt. Puis aujourd'hui, je viens vous présenter des données sur lesquelles on a travaillé pendant mon postdoctorat. Là, je vais vous amener du côté un peu plus sombre de la sexualité. Puis quand je préparais la présentation, je me disais, ça serait le fun que je puisse amener un peu de joke ou faire quelque chose d'un peu ludique, mais on va parler de coercition sexuelle, de pression sexuelle. Fait que ça serait pas tout à fait la meilleure stratégie à adopter. Donc, je vais vous parler de l'apport un peu sombre de la sexualité dans les relations de couple. Donc, la violence sexuelle, quand on pense à ça, on s'imagine souvent, on a des images là, de soirées bien arrosées, un méchant jeune homme qui traîne une jeune femme complètement saoule. On peut avoir en tête aussi là, de la violence sexuelle qui se passe au travail, à l'université. On a peut-être en tête là, des stars, Marie-Pierre Morin, qui agressent des gens, les mordant. Mais, ou même, on peut avoir l'idée d'un inconnu qui nous saute dessus, qui saute d'un buisson puis qui nous agresse. Mais dans les faits, une des formes les plus communes et prévalentes de violence sexuelle, ça se passe à la maison, dans la chambre à coucher, entre partenaires amoureux. Donc, la coercition sexuelle, ça touche à peu près un couple sur deux. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la coercition sexuelle, ça a une forme un peu plus subtile. Il n'est pas toujours question de viol. La coercition sexuelle, c'est toutes les tactiques verbales et non verbales qui sont utilisées pour faire sentir l'autre coupable ou inadéquat de ne pas vouloir des relations sexuelles. Donc, dans les relations de couple, en général, là, je vous donne un punch, là. Le niveau de libido des deux partenaires amoureux est rarement le même. Ça veut dire que dans la majorité des situations, avec votre partenaire amoureux, vous n'aurez pas toujours envie d'avoir des relations sexuelles en même temps. Donc, dans tous les couples, il faut négocier des moments où un des partenaires fait des avances sexuelles, puis l'autre, ça ne tente pas. Il y a des gens qui vont réagir de façon assez habituelle en insistant davantage. Donc, come on, t'es sûr que ça ne te tente pas. Ça, c'est correct. Par contre, si ça inclut des gestes qui visent à faire sentir l'autre coupable ou d'amener une espèce d'obligation d'avoir des relations sexuelles, là, on parle plus de coercition sexuelle. Puis, ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est une forme de violence qui est peu reconnue, qui est vraiment minimisée parce qu'on a tendance à dire « Ah, bien, dans le fond, c'est juste des stratégies maladroites de séduction. » Mais non. Les conséquences de la coercition sexuelle, elles sont présentes et elles peuvent être très grandes pour un couple. Donc, à quoi ça ressemble la coercition sexuelle? Ce sont des tactiques, comme je l'ai dit, verbales et non verbales. Donc, ça peut être du chantage, ça peut être des comportements d'insistance, donc insister de façon répétée ou continuer de faire des attouchements au partenaire. Oh, voyez c'est une imitation. Continuer de toucher le ou la partenaire malgré qu'il ou elle nous a dit « ça ne me tente pas » ou ont démontré un désintérêt. Ça inclut aussi la manipulation émotionnelle puis les gestes qui sont faits avec un partenaire qui est inconscient ou incapable de répondre ou de donner son consentement. Donc, je vous ai mis des exemples de tactiques de coercition sexuelle. Je t'ai offert une super belle soirée, tu pourrais au moins me remercier. Si tu m'aimais vraiment, tu en aurais envie toi aussi. Ou si ça ne te tente pas, j'en connais d'autres qui sont intéressés. Donc, dans le cadre de notre étude, on s'est intéressé à savoir quels étaient les déterminants de la coercition sexuelle au sein des couples.
Donc, le laboratoire a recruté un total de 145 couples de la population générale pour compléter des questionnaires en ligne. Et dans ces couples, on avait là, des couples de même sexe et de sexe opposé. Je vous donne le punch tout de suite de notre étude. Donc, ce qu'on a remarqué dans l'étude, c'est qu'être à l'écoute de son partenaire et communiquer de façon constructive dans la relation de couple, pendant des situations de conflit, c'est associé à moins de coercition sexuelle. Donc, je vais vous donner un peu plus de détails. Donc, dans notre échantillon, on a constaté qu'il y a 40 des hommes et des femmes qui ont rapporté avoir subi de la coercition sexuelle dans leur relation. C'est énorme. C'est un très gros chiffre. Et en moyenne, ces gestes-là étaient arrivés de 3 à 5 fois dans la dernière année. Les gestes qui étaient le plus souvent endossés, c'était persister, donc continuer d'insister à répétition malgré que l'autre n'en a pas envie et a exprimé ne pas avoir envie d'avoir des relations sexuelles, mettre de la pression ou faire sentir l'autre obligé d'avoir des relations sexuelles, la comparaison avec d'autres couples et le fameux « si tu m'aimais, t'en aurais envie ». Donc, dans notre étude, on s'est intéressé à voir si la théorie de l'attachement et les insécurités d'attachement, dont ma collègue vous a très bien présenté les principaux constats il y a quelques minutes, on s'est intéressé à savoir si les insécurités d'attachement permettaient d'expliquer l'apparition de coercition sexuelle dans le couple. Au niveau de la sexualité, les personnes qui ont de l'anxiété d'abandon vont avoir tendance à considérer la sexualité comme un baromètre de la relation. Donc, s'il y a de la sexualité puis que c'est le fun dans la relation, pour eux, ça veut dire que la relation, ça va bien puis ça les sécurise. Les gens qui ont d'évitement de l'intimité, eux, au niveau de la sexualité, ils vont avoir tendance à moins avoir de désir sexuel dans une relation de couple qui est engagée parce qu'ils sont évitants. Donc, ça les insécurise, l'intimité émotionnelle et sexuelle. Donc, ils vont avoir tendance à minimiser ça ou mettre ça un peu de côté dans la relation. Donc, nos résultats, qu'est-ce qu'on a constaté? Bien, quand les deux partenaires amoureux ont tendance à être plus évitants, donc ils sont inconfortables avec l'intimité émotionnelle, avec la vulnérabilité, mais ils vont rapporter utiliser moins de communication constructive lorsqu'ils ont des conflits en général dans la relation. Donc, il va avoir moins tendance à prendre la perspective de l'autre, à exprimer clairement ce qu'ils vivent, puis à être ouvert à ce que l'autre a à dire pendant les conflits. Et en retour, ça, c'est lié à plus de coercition sexuelle dans le couple. On a remarqué aussi que chez les couples, quand il y a un des partenaires qui a plus d'anxiété d'abandon et l'autre qui a plus d'évitement de l'intimité, ça donne un style de gestion de conflit qu'on appelle demande-retrait. Le demande-retrait, c'est le style de gestion de conflit le plus rapporté dans la population. Il y a probablement là, 80 d'entre vous qui vivent ça dans votre relation de couple quand vous vous chicanez. C'est quand un des partenaires fait une critique, blâme ou nomme une insatisfaction et l'autre réagit en se défendant, en se retirant ou en disant « j'ai pas le goût d'en parler ». Ça, là, ce pattern de communication dans les conflits, c'est un pattern qui se polarise. Donc, plus la personne critique, blâme, plus l'autre se retire, se défend. Puis là, ça escalade, si on veut. Et ça, dans les couples, c'est associé à plus de coercition sexuelle chez les deux partenaires, peu importe la position qu'ils prennent dans les patrons de conflit. Et ça, ce lien-là avec la coercition sexuelle, c'était un peu plus fort chez les couples de même sexe. Finalement, encore une fois, l'évitement de l'intimité, quand c'est plus élevé chez les deux partenaires, c'est associé à une communication de type blâme mutuel dans les conflits. Puis ça, c'est assez typique, là. En thérapie, je vois ça assez régulièrement. Des couples qui, de nature, ont tendance à éviter le plus possible les conflits. Bien, quand ils sont pris et ils doivent aborder une situation conflictuelle, bien là, ça éclate. Puis le blâme mutuel, ça, c'est des patrons de communication où chaque partenaire va se blâmer puis se critiquer et ça va escalader rapidement. Donc,
t'es juste un ça, c'est ta faute, non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi, plus ça escalade, bien ça, c'est associé encore une fois à plus de coercition sexuelle dans le couple. Et ce lien-là était plus fort pour les personnes qui étaient en couple avec un homme, peu importe qu'il soit dans une relation de même sexe ou de sexe opposé. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces résultats-là? Donc, la grosse conclusion, je vous dirais, c'est que de prendre conscience de ces insécurités d'attachement, au moins en prendre conscience et d'essayer de changer notre style de gestion de conflit dans notre relation de couple, ça peut nous protéger de la coercition sexuelle. Donc, ça, c'est d'autant plus le cas si on est en couple avec un homme ou si on est dans un couple et qu'on est membre de la diversité. Si vous avez des questions par rapport à qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, vous pouvez me les poser. Là, je n'ai pas le temps de vous les présenter tout de suite. Il faut faire attention toutefois parce que même si on a une approche relationnelle pour étudier la coercition sexuelle, les auteurs de coercition sexuelle, ce sont les seuls responsables de leurs gestes. Hein? C'est important de souligner ça. Puis, il y a des ressources d'aide. Si on est victime, si on est auteur, il y a des stratégies qui peuvent être utilisées pour diminuer ça. Donc, ici, je vous ai mis une référence d'une association qui chapeaute plusieurs organismes spécifiquement pour les hommes, mais il y a aussi des organismes pour les victimes. Et il y a certains couples qui peuvent aussi, là, si vous prenez conscience de certains gestes qui se déroulent dans votre relation, il y a moyen d'aller chercher de l'aide en thérapie conjugale également. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je demeure disponible. Oui, merci d'avoir embarqué sur ce cue que je vous ai donné. En fait, là, ce qu'on constate, là, c'est que de façon générale, les femmes sont plus à risque de subir de la violence sexuelle et les personnes qui sont membres de la diversité sexuelle et de genre également. Donc, nos résultats, on suppose que c'est probablement représentatif de ça. Il y a peut-être aussi des enjeux de pouvoir dans les relations. Tu sais, se chicaner puis s'entre-engueuler, c'est sûr que peut-être que les personnes qui s'engueulent avec un homme vont vivre plus de peur dans la relation que quelqu'un qui s'engueule avec une femme. Pas nécessairement et pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais on pense qu'il y a peut-être un enjeu au niveau du pouvoir dans la relation. Puis évidemment, pour ce qui est des gens de la diversité, bien, le stress minoritaire, on soupçonne que ça a probablement un effet sur tout ce qui est des enjeux relationnels, puis ce que les conflits ont comme... Qu'est-ce que ça représente pour eux dans leur relation? On suppose qu'il y a des enjeux de stress minoritaire qui peuvent jouer là-dedans. Merci. D'autres questions? Non? Ça vous étonne pas? Ah oui, dans le fond, oui. Bon, très bon point. Comment intervenir, que ce soit dans notre relation ou si on a des amis qui nous en parlent? C'est sûr qu'une des choses qui est importante à faire, c'est de faire un peu, je dirais, de la prévention, puis s'assurer que, tu sais, je pense qu'au niveau de, tu sais, moi, vous qui êtes ici, tu sais, de partager avec vos amis, avec les gens que vous connaissez, de quelle façon est-ce que la coercion sexuelle peut être subtile et se manifester subtilement dans les relations de couple. Je pense que quand on est en couple avec quelqu'un en qui on a confiance, si on vit ce genre de situation-là, il y a moyen d'en parler d'une façon non tu m'agresses sexuellement sans embarquer là-dedans, mais il y a moyen d'en parler, puis ou bien d'aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un spécialisé en suivi conjugal qui peut aussi aider à ce genre de dévoilement-là. Mais je pense que, tu sais,
si vous avez des amis qui vous parlent de ça, c'est important de mettre des mots là-dessus, puis de dire, bien, tu sais, il y a moyen que tu te sentes plus en sécurité dans la sexualité avec ton ou ta partenaire, puis de dire, bien, ce genre de comportement-là, bien, est-ce que ça te fait sentir bien? Non. Bien, c'est pas nécessairement un comportement qui est optimal. Donc, il y a moyen d'aborder plus ça en général. Je pense que c'est important que ça soit nommé, qu'il y a des comportements que non, c'est pas de la séduction maladroite, non, c'est pas ton désir qui est trop grand qui fait que tes comportements sont incontrôlables. Il y a des gestes un peu contrôlants qui doivent être nommés quand même. Ouais, je sais pas, c'est très vague, là. J'aimerais ça sauver le monde là-dessus, mais on a encore du travail à faire. Merci.